Radio Grand Lac. Votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Et on continue cette belle journée du 9 décembre avec vous et pour vous sur le 92.radiograndlac.com après le nouvel entrepreneur ce matin. Après Vu Autrement et avant la note bleue, alors que Sandra arrive vers moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je rends l'antenne à vous les studios, à vous Cognac Jet. Julien, que se passe-t-il? Je sais pas, ça fait plaisir de voir Sandra en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle est rarement présente lors de mes chroniques. Parce que oui, tout à fait. Donc ça fait plaisir de la voir parmi nous. C'est une émission sérieuse. C'est ça. C'est une autre histoire. Julien, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors écoute, on va parler aujourd'hui d'une des plus grandes dates. Tu ne vais pas mettre une petite musique? Si, mais dès que tu commences à parler, tout à fait, on introduit. On va parler aujourd'hui d'une des plus grandes dates de l'histoire de France. C'est ça. On va parler du soleil qui s'est levé sur cette plaine d'Austerlitz le 2 décembre 1805, la bataille des 3 empereurs. Et donc, on va commencer tout de suite avec ça. Ça va parler à beaucoup de gens. On salue quand même tous les membres des associations napoléoniennes qui nous écoutent aujourd'hui. Et Julien, tu vas nous parler d'Austerlitz. La bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805. Alors, attends, juste ça. Oh là là. Oui, la marche consulaire. La marche consulaire, c'est la marche sur laquelle le président de la République salue les drapeaux lors du 14 juillet. Tout à fait. Allez, vas-y Julien, on t'écoute. Eh bien, rebonjour à Jean-Pierre et Sandra, et bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Grand Lac, en saluant nos amis du Souvenir napoléonien et son président Jean-Claude Perrotto, qui, je suis sûr, nous écoute. Donc aujourd'hui, c'est notre 20e édition. Déjà. Déjà. Le temps passe. Consacré à un événement historique, alors qui est en lien avec le mois en cours. Et donc, qui dit mois de décembre, dit pour chaque fan d'histoire et de l'épopée napoléonienne, dit alors deux choses. Soit le sacre, le 2 décembre 1804, soit, bien sûr, la bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805. Soit le coup d'état du neveu. Aussi. En 1851. Mais là, on va plutôt parler de la bataille d'Austerlitz. Donc, bataille qui s'est déroulée le 2 décembre 1805, bataille qui a opposé 3 empereurs. Donc, du côté français, vous avez bien sûr l'empereur Napoléon Bonaparte. Et du côté austro-russe, donc vous avez François Ier, empereur d'Autriche, et Alexandre Ier, empereur de Russie, tsar de Russie. On aurait également pu choisir la date du 2 décembre de l'année d'avant, donc c'est le jour du sac de l'empereur à Notre-Dame de Paris. Tout le monde connaît le fameux tableau de David, où on voit l'empereur, pas se couronner lui-même, mais couronner Joséphine. Couronner Joséphine, et David a même fait une petite allusion à César, puisqu'il y a César dans le fond du tableau, on peut apercevoir César, c'est ça. On fera une émission d'ailleurs sur le tableau. Oui. Ça serait comme on avait fait pour le radeau de la Méduse, on fera sur le sac. Et donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la plus grande bataille probablement de l'histoire de France. D'ailleurs, c'est plus qu'une bataille, c'est un véritable mythe qui a fait l'objet d'une multitude d'ouvrages, de thèses, de documentaires, de films. Bref, je parle des livres sur Napoléon Bonaparte. En fait, Jean Tullard, qui est le grand spécialiste de l'épopée napoléonienne, a calculé qu'il y avait environ 80 000 ouvrages qui ont été écrits sur Napoléon. Ça fait plus d'un par jour. Un par jour depuis son décès. Depuis le jour de sa naissance. D'accord. Donc c'est dire un peu l'importance... 15 août 1769. C'est ça. C'est dire un peu l'importance que Napoléon a dans notre histoire, bien sûr française, mais aussi européenne et dans le monde, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui est parfois même adulé dans des contrées où il n'y a jamais mis les pieds, type au Japon par exemple. Ou alors dans des pays qu'il a envahis. En Russie, il est très populaire. Même en Angleterre, on peut même regretter qu'en fait, il y a presque en France que la légende soit un peu ternée. Demain soir, non? France-Angleterre, c'est demain soir, et je pense que les Français vont se venger de Waterloo demain. de Waterloo demain. Donc, comme vous en avez l'habitude, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous savez que je débute chacune de mes émissions en posant le contexte géopolitique de l'époque afin de bien cadrer les enjeux. Alors, à quoi ressemble l'Europe de 1805? Alors, en fait, on peut constater que l'Europe de l'Ouest est, à l'époque, avant tout française. Alors, pour preuve, donc, la France révolutionnaire a mené plusieurs guerres. On va parler des plus fameuses. Donc, la première campagne d'Italie, 1796-1797, victoire française éclatante.
Deuxième campagne d'Italie, 1800-1801, victoire française écrasante. Même la campagne d'Égypte, qui militairement n'a pas obtenu les objectifs escomptés, a connu des succès militaires certains. On se souvient tous de la bataille des Pyramides. Et même s'il n'y a pas eu la réussite voulue sur le plan militaire, ça a vraiment été une grande réussite au niveau de la science et de la culture, puisque avec la campagne d'Égypte, on a assisté à l'invention d'une science qui était alors très populaire, qui s'appelle l'égyptologie, et tout ça, bien sûr, on le doit à Napoléon. Bref, en 1805, Napoléon est empereur depuis une année. Il domine sans partage l'ouest de l'Europe. Alors bien sûr, l'Italie du Nord, la Hollande, qui est à l'époque une république sœur, la Suisse, qui est une sorte de protectorat français, et l'Espagne, qui à l'époque est alliée à la France. Ça va pas durer. À l'Est, c'est beaucoup plus compliqué, avec des puissances aux intérêts divergents. C'est même le moins que l'on puisse dire, avec l'Autriche, la Russie, la Prusse, et même l'Empire ottoman, sur un vaste territoire. On a quand même 4 nations, on va prendre le terme d'État. Voilà, nous avons 4 États qui n'arrivent pas à dominer. Ce sont des puissances d'équilibre et elles ont toutes des intérêts convergents. Si on parle de la Russie, elle, son intérêt, c'est d'accéder aux mers chaudes. Et donc, pour accéder aux mers chaudes, il faut faire la guerre à l'Empire ottoman. L'Autriche veut garder cette domination en Europe centrale. Et vous avez aussi la Prusse, qui est un État qui émerge et qui va devenir après un mastodonte. On va voir après dans l'histoire, dans les années 1870-1871, voilà, qui va devenir la puissance dominante en Europe. D'ailleurs, il ne faut pas s'imaginer que la bataille d'Austerlitz a été une promenade de santé. En fait, la bataille, c'est le point d'orgue d'une campagne militaire qu'on appelle la campagne d'Allemagne, qui a opposé l'armée française aux armées russes et autrichiennes de ce que l'on appelle la troisième coalition, qui était soutenue financièrement par l'Angleterre. Donc vous avez la France d'un côté, la Russie, l'Autriche et l'Angleterre. Et on a une quatrième nation qui est entre guillemets à l'affût, c'est la Prusse, qui se tient prête à affronter la France avec une armée quand même forte de 200 000 hommes. Pour l'époque, ce n'est pas rien. Donc, le temps presse pour Napoléon. Mais on va commencer par le commencement. Et le début de notre histoire, en fait, elle ne débute pas sur les plaines de l'actuelle République tchèque, lieu de la bataille, mais à Boulogne-sur-Mer. Ah bon? Tout à fait. Oui, à Boulogne-sur-Mer. Car en fait, en 1805, l'objectif de Napoléon, ce n'est pas d'aller affronter les Autrichiens et les Russes en Europe centrale, mais c'est en fait d'envahir l'Angleterre. C'est son vieux rêve. Pour en finir avec l'éternelle question de la puissance dominatrice en Europe. En fait, quand c'est pas les Français contre les Anglais, un peu plus tard dans l'histoire, ce sera les Français contre les Allemands. Oui. Ça peut être aussi les Allemands contre les Russes. Enfin voilà, il y a toujours, depuis, on va dire, le Moyen-Âge, on a cette question qui est fondamentale, c'est qui va devenir la puissance dominante en Europe. Et là, c'est bien sûr la France contre l'Angleterre, comme très souvent. Et donc, comme vous le savez, pour son en Angleterre, il est impératif de maîtriser, alors du moins temporairement, les mers. Mais face à Napoléon, se dresse la toute-puissante Royal Navy ou la perfide Albion. Alors en fait, c'est comme vous préférez, en fonction du côté dans lequel vous Alors, vous pourquoi trouvez. la perfide Albion? Tu vas nous le dire, Jean-Pierre. Non, je t'écoute. Non. Alors laisse-moi une petite pause. Ça remonte à l'égard de 100 ans, tout ça. Ouais, c'est ça, ça remonte à loin. Alors je peux pas te dire exactement, mais ça remonte à un antagonisme français, anglo-français. Albion, c'est le premier nom des îles britanniques. Tout à fait. C'est l'expression péjorative, parfois énoncée par plaisanterie pour désigner la Grande-Bretagne. Pourquoi ça te fait rire? Non, mais parce que j'ai la mémoire qui me revient d'un coup. D'accord. D'un coup, grâce à Samsung. Donc, où en étais-je? Donc oui, vous le savez que pour se rendre en Angleterre, il faut bien sûr traverser la mer. Et Napoléon, il envoie alors une flotte importante qui est franco-espagnole pour affronter les vaisseaux anglais de l'amiral Nelson, le fameux amiral Nelson, pour en fait libérer le passage de la Manche, en fait vous voyez où Boulogne-sur-Mer se situe, et faire débarquer ces hommes. Bien sûr, il faut un couloir sécurisé temporaire pour pouvoir faire débarquer les Français. Les Anglais, ils sont conscients que leur avenir ne peut pas être garanti seulement par la marine, parce que si les Français débarquent en Angleterre, les Anglais savent qu'ils seront vaincus. Et donc, il faut en fait détourner l'attention des Français et il faut porter la guerre au cœur de l'Europe. C'est pour cela qu'ils vont se lancer dans le financement de la troisième coalition. Alors pour eux, en fait, il est plus utile de verser du sang étranger que du sang anglais. Ils préfèrent dépenser de l'argent que d'avoir des hommes tués au combat. Les Autrichiens qui ont connu défaite sur défaite, alors on se souvient tous des célèbres batailles de Marengo, etc., voilà, veulent se venger de Napoléon,
qui est considéré comme un parvenu révolutionnaire et ou un usurpateur, au choix. Du côté des Russes, l'intérêt d'un engagement en Europe, il est important, car il permettrait au tsar de devenir une puissance continentale, avec la possibilité de se rapprocher petit à petit de la mer Méditerranée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'accès aux mers chaudes, c'est un rêve séculaire pour les Russes. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, avec l'invasion en Ukraine, qu'est-ce que les Russes ont visé aussi en priorité? Ce sont tous les ports qui se rapprochent de la mer Méditerranée. Pour eux, c'est quelque chose qui est très présent dans leur esprit, mais depuis des siècles. Mais revenons à Boulogne-sur-Mer. En fait, nous avons 200 000 Français qui s'entraînent quotidiennement pour se préparer à l'invasion de l'Angleterre. En 2005, par ailleurs, la France a connu une grave crise économique. Et politiquement, les choses ne sont pas encore très établies pour Napoléon, parce que beaucoup se disent que finalement, le régime impérial, il va pas durer plus longtemps que les autres régimes de la Révolution. C'est vrai que depuis la chute du roi, on a eu droit à une quantité successive de régimes. Et d'autres, beaucoup se disent, finalement, le régime napoléonien va peut-être pas durer tant que ça. En fait, Napoléon, il le sait, il faut constamment être en mouvement pour mener une campagne militaire. Et la guerre qui s'annonce sera pour lui l'occasion de faire la démonstration à la fois de son génie tactique et de son talent de manœuvrier. Je vous disais que la France était en crise économique parce qu'en 1805, la France est relativement en paix. Et dans le pouvoir napoléonien, je reprends les mots de Thierry Lenz, en fait, il faut la guerre finance la guerre et il faut à chaque fois être présent sur le champ de bataille pour rapporter en fait des subsides à l'État, pour remplir les caisses de l'État. En fait, c'est la guerre qui finance le train de vie de l'État. La Russie et l'Autriche se retrouvent donc alliés dès le 9 août 1805. Et pour affronter la France, les Autrichiens ils décident de lancer l'invasion de la Bavière, qui à l'époque était alliée de Napoléon. C'est pour les coaliser en fait la première étape d'une vaste offensive à l'échelle européenne, parce que outre cette invasion de la Bavière, les coalisés avaient prévu des attaques en Italie, des attaques au Danemark, et les Anglais qui se regroupaient sur l'île de Malte, on en a parlé au mois de septembre dernier, voulaient aussi tenter un débarquement. Bref, on va la faire courte, mais ça n'a pas marché dans la totalité des plans, mais par contre, les Autrichiens envahissent la Bavière. Le camp de Boulogne, il est levé le 27 août et l'armée française, elle prend la direction du Rhin pour rejoindre les armées bavaroises. Et en fait, Napoléon le sait, le facteur de la vitesse sera dans cette campagne déterminant. Napoléon, il a déjà son plan en tête. En fait, il n'a pas forcément beaucoup d'informations. Nous ne sommes pas à l'heure de l'Internet ou des téléphones portables. Il sent les choses, en fait. Et donc, il se dit que si les Autrichiens attaquent, ce sera par la Bavière. Et donc, il faut, pour lui, battre d'abord les Autrichiens, puis les Russes, avant que les Prussiens entrent en jeu. En fait, il faut, comme il l'a l'habitude, battre les armées les unes après les autres pour éviter qu'elles se regroupent et qu'elles fassent une sorte de masse que l'on ne pourrait pas combattre. Et pour vaincre les Autrichiens, Napoléon décide de se rendre en Bavière avec la ferme volonté de les écraser. Le plan de l'empereur, il est vaste, voire européen, parce que bien sûr, il demande à ses alliés qui sont basés à ses armées qui sont basées en Italie, de fixer les troupes autrichiennes afin de les empêcher de se rendre en renfort vers le nord. Donc vous avez, ça on en parle très rapidement, il va y avoir ce qu'on appelle une armée des Alpes qui va essayer de contenir l'armée autrichienne qui est présente en Italie pour l'empêcher de se porter au secours de l'armée qui, elle, entre en Bavière. On va faire une petite pause musicale, Jean-Pierre. Donc nous ne sommes pas encore à la fin de la bataille. Ah non, pas du tout. Nous ne sommes pas encore au début, mais le soleil d'Austerlitz se lève déjà, on le voit. On y va pour une petite pause musicale et on revient après. 92.1 radiograndlac.com. Oh, 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 oh. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. La chronique de Julien, une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, de 13h à 14h. C'est une autre histoire et aujourd'hui nous parlons de l'épopée napoléonienne. Nous parlons du 2 décembre 1805, une des plus grandes dates dans l'histoire de France avec ce soleil d'Austerlitz. On t'écoute, mon Julien. Donc on a commencé par le début. Donc les armées françaises sont à Boulogne. C'est encore bien ça de commencer par le début. C'est non, ça. c'est bien. C'est Tout bien. à fait. Jusque là, on est bien, Julien. Les armées françaises sont à Boulogne. La guerre est déclenchée et donc bien sûr les armées françaises marchent. Et donc elle est en marche même à un rythme effréné. Et les soldats ne le savent pas encore, mais ils marcheront en fait pendant 1700 km jusqu'au Caire de l'Europe et ça seulement en quelques semaines. Pour vous donner une idée, ils marchent presque une fois et demie à 2 fois plus vite
que les poilus de la guerre de 14. C'est des quantités considérables, c'est des 20, 25, voire même parfois 30 km par jour qui seront parcourus en l'espace d'une journée, alors dans des conditions que vous imaginez, parce que nous sommes loin du confort du XXe siècle. Hein. Ce sont des soldats qui sont au mieux en sabots, Ah oui, et parfois au pire à pieds nus, parce que justement pour économiser les souliers, ils préfèrent les garder sur le champ de bataille, et donc souvent on voit les soldats marcher pieds nus. Donc, durant ces 1700 km, vous vous en doutez, les armées françaises traversent villes et villages, et à l'occasion de la rencontre avec les populations, il y a des vrais encouragements envers les soldats français, et on entendait partout dans les rangs: vive la République, vive la nation, vive l'empereur. En fait, pour les gens, tout ça, c'est exactement la même chose. L'empereur, il personnifiait la nation française, et la nation française était républicaine. C'est un peu comme l'Empire romain à l'époque. Oui, quand on disait Ave César, on était à la fois pour l'empereur, mais également pour la République romaine. Enfin voilà, tout est confondu à l'époque. La France, la nation, la République, l'empereur. Pour les gens, c'est la même chose. Et en fait, plus les Français avançaient, plus ils étaient galvanisés par ce soutien populaire. Parce que, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il avait un tel soutien ? En fait, cette fougue, elle s'expliquait déjà par la légende qui entourait déjà Napoléon, qui était considéré comme rien de moins que le successeur de Jules César, déjà en 1805. Aux côtés de Napoléon, les maréchaux bénéficiaient aussi d'un immense prestige. Alors, on a vu la vie du maréchal Lannes il y a quelques mois. Mais c'est vrai que si je vous parle de Murat, Ney, Davout, ils sont à peine... qui était en plus le beau-frère de Napoléon. C'est ça, il était marié à Caroline. Ou Davout, ces maréchaux, ils sont dans la trentaine. Hein. Ils sont déjà aussi dans la légende. Quoi. Enfin, on a quand même excusez-moi de l'anglicisme, mais un staff autour de Napoléon, bien sûr. Maréchaux qui sont d'une qualité incroyable, peut-être que l'on n'a jamais retrouvé dans l'histoire de France. Non. Les Français, d'ailleurs, ils avaient une bonne raison de se battre. C'est aussi pourquoi ils avaient un soutien populaire, parce que eux, leur raison de se battre, c'était simple, c'était la liberté et la nécessité de garantir les acquis de la Révolution française contre des nations qui étaient à l'époque des monarchies, qui elles ne rêvaient que de renverser le pouvoir républicain pour bien sûr remettre un roi. C'est ce que l'on verra après à la chute de Napoléon avec la Restauration. D'ailleurs, au moment de ces marches, Napoléon aussi, pour galvaniser ses hommes, il n'hésitait pas à faire stopper son véhicule, qui était en fait un bureau ambulant, parce qu'il fallait que Napoléon soit toujours en mouvement, pour marcher parmi eux. Du côté des Russes, les soldats étaient des serfs qui recouvraient la liberté après 25 ans de service. Donc pour eux, le combat pour la liberté, c'était plutôt étranger. Nous sommes le 6 octobre 1805, la campagne débute. L'armée française, elle est renforcée par les Bavarois et les Hollandais, et cette armée, elle devient officiellement la Grande Armée. Chacun des belligérants est en marche, donc les Autrichiens et les Français en direction de la Bavière, et les Russes prennent la direction de l'Europe pour renforcer leurs alliés. Au total, en fait, dans cette Europe, ce sont près de 500 000 hommes qui s'avancent les uns vers les autres. Les Autrichiens étaient commandés par un général qui s'appelait le général Mack, et ce général attend de pied ferme les Français. Mais en fait, ils sont pris de vitesse par Napoléon qui entre à Munich le 11 octobre. Face à une manœuvre habile et grâce à la vitesse de la Grande Armée, le général Mack se retrouve en fait encerclé dans la ville bavaroise d'Ulm, et les Russes, pensant que les Français étaient encore à Boulogne, ne viennent pas en aide aux Autrichiens. Ils ne veulent, pour reprendre l'expression de Thierry Lenz, qui est en fait historien spécialiste de l'épopée napoléonienne et président de la Fondation Napoléon, ils ne voulaient pas sacrifier les hommes, les Russes bien sûr, pour les beaux yeux des Autrichiens. Et l'armée autrichienne capitule le 17 octobre au prix de 4000 morts, 25 000 prisonniers, 60 canons, contre côté français, la perte de seulement 500 hommes. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce début de campagne fonctionne plutôt bien. Depuis le début de la campagne, il y a 19 généraux autrichiens qui ont été faits prisonniers, mais ils seront relâchés. Alors pourquoi, vous allez me demander, Jean-Pierre, pourquoi ? Je pense parce que Napoléon sait qu'ils rentreront en Autriche en propageant l'idée de l'invincibilité de l'armée française. C'est tout à fait ça. Tu as bien révisé ton sujet. C'est ça qu'on peut dire. C'est ça, tout à fait. Napoléon écrira même à Joséphine qu'il a vaincu l'armée autrichienne seulement grâce aux jambes de ses soldats. Une fois les Autrichiens vaincus, il faut maintenant se dresser contre les Russes et faire avancer la Grande Armée encore plus loin en Europe. Parce que vous voyez, là où nous sommes
à Ulm en Bavière. Et donc, vous avez les Russes qui avancent de l'Est vers l'Ouest, et donc les Français vont de l'Ouest vers l'Est pour rencontrer l'armée russe, et donc il faut encore parcourir des quantités de kilomètres considérables. L'armée russe, elle est commandée par l'empereur Alexandre et le fameux général Kutuzov, qui, une fois la défaite autrichienne apprise, fait demi-tour afin d'attirer encore plus profondément les armées françaises pour, en fait, les diminuer. En effet, plus les lignes de communication françaises sont étirées, plus l'armée, elle est fragilisée, parce qu'à chaque étape, à chaque carrefour, à chaque village, il faut laisser des garnisons pour garantir le bon cheminement du ravitaillement, c'est essentiel, et pour laisser aussi à l'arrière les blessés, parce que vous savez que des marches aussi considérables, nous sommes en octobre, novembre, décembre, on peut s'imaginer qu'en Europe, il fait plutôt frais, donc on peut facilement se mettre en tête les problèmes que rencontrent des soldats qui ne sont pas forcément équipés pour affronter de telles températures. Bref, la ville de Vienne, elle est prise sans combat le 13 novembre, donc les Français occupent la ville de Vienne, c'est la première fois dans l'histoire, et ils l'occupent même d'ailleurs très bien. Et c'est là que Napoléon occupe le château de Schönbrunn. Tout à fait. Et c'est là qu'il remarque le rouge des pétales de géranium du château de Schönbrunn pour en faire le rouge de la Légion d'honneur. Ah, c'est possible. Alors là, je peux pas. Je pars à Vienne la semaine prochaine, je te confirmerai tout ça. Et donc, avec son entrée dans la capitale autrichienne, Napoléon pensait que l'Autriche capitulera rapidement, mais que nenni, les coalisés veulent poursuivre la lutte. Alors Napoléon, il pouvait penser que le fait de prendre la capitale des Habsbourg, ça allait mettre un coup d'arrêt à cette coalition, mais pas du tout. On pouvait penser d'ailleurs que Napoléon, en prenant Vienne, s'est dit, je prends Vienne, on en reste là, et puis basta. En fait, non, les coalisés veulent poursuivre la lutte. Napoléon le sait, s'il veut garder en fait une armée homogène, il doit en fait forcer le combat, attirer les Russes, qui sont aussi renforcés par des troupes autrichiennes, sur le terrain de son choix. Et en fait, pour cela, il va feindre la faiblesse pour attirer les Austro-Russes dans un piège. Alors pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix commencer le combat ? Parce que comme je vous l'ai dit, la grande armée ne peut pas marcher comme ça éternellement, parce que plus elle marche, plus elle se diminue. Donc il faut un moment que la grande armée s'arrête, et il faut qu'elle essaye de forcer les Russes à attaquer. Et donc Napoléon, qui a l'habitude de l'étude des cartes et du terrain, il remarque, alors là, Napoléon, il est dans une ville qui s'appelle Brünn, c'est en Moravie, c'est en République tchèque, et il semble en fait avoir trouvé le terrain parfait, la plaine dite d'Austerlitz. Pour vous situer rapidement les lieux, nous sommes à environ 120 km au nord de Vienne, à quelques kilomètres à l'est d'une ville qui s'appelle Brno, et à 12 km... Tu prononces comment ? B-R-N-O ? Brno. Et à 12 km à l'ouest d'Austerlitz, en fait, c'est le lieu où séjournèrent Alexandre et François. Est-ce que je peux laisser un petit message personnel ? Bien sûr. Attention, message personnel. Jingle. Pour Marion, si elle m'écoute, parce que faut que je lui dise, elle sait que j'aimerais bien un jour aller à Brno, mais elle se doute bien que si on va à Brno, c'est pour visiter Austerlitz, donc je réitère mon appel. Voilà. Comme je l'ai fait pour Malte il y a quelques mois, ça n'a pas marché. Non, mais attends. On persévère, il y a Noël bientôt. Voilà, on persévère. Donc, voilà pour la plaine d'Austerlitz, au centre du futur champ de bataille. On a un appel d'une certaine Marion, là, en direct. Qui veut nous couper le micro. Nous avons une surélévation qui s'appelle le plateau de Pratzen. Au sud, vous avez deux petits villages qui s'appellent Tennitz et Sokolnitz. Et en fait, ces deux villages commandent la route de retraite en direction de Vienne. Donc, pour vous la faire courte, si les Français sont battus, ils rechercheront un point de repli, un axe. Et donc, pour se replier vers Vienne, il faut passer par Tennitz et Sokolnitz. Napoléon et ses hommes ont durant des jours et des jours reconnu chaque recoin du champ de bataille, les zones boueuses, les élévations des pentes. Ils ont calculé la durée de l'avancée des régiments. Ils connaissent par cœur les chemins, les bois. Bref, Napoléon connaît la géographie de son piège par cœur. Enfin prêt, Napoléon, faut qu'il donne ses ordres. Soult doit occuper le plateau de Pratzen. Les autres armées, elles sont dispersées sur le champ de bataille. Et l'avant-garde doit se porter devant les Russes, combattre et ensuite simuler une retraite. Pourquoi ? Parce que si on simule une retraite, ça veut dire que l'on est en difficulté et comme ça, on va inciter les Russes à attaquer. Et donc, c'est en fait un combat d'exhibition, un combat d'opérette. Et là, on a de la chance, puisque nous avons le général Kutuzov, qui lui est un habitué, est un grand chef de guerre. Il aurait pu un peu flairer le piège. Mais on a une personne qui assiste un peu à ce combat de cavalerie, un peu d'opérette. C'est le tsar. C'est le tsar.
On assiste même à la prise d'un drapeau français, donc c'est vraiment une victoire russe. Et le tsar se dit, il faut en profiter. Nous en sommes persuadés, on peut écraser les Français qui, en fait, maintenant, font retraite. Et donc, le moment d'attaquer Napoléon est venu. Les Russes stoppent également leur retraite, parce qu'on a dit qu'ils s'enfonçaient encore plus profondément en Europe centrale. Ils rebroussent chemin et ils se mettent à avancer à la rencontre de l'armée française. Ils n'avancent pas d'ailleurs pas dans n'importe quelle position, parce que vers où ils se dirigent, vers Austerlitz, mais ils ne le savent pas, parce qu'en fait, ils se jettent tout droit dans les gueules du loup. On va faire une petite pause musicale alors et que ça commence. Les troupes de Napoléon de la Grande Armée arrivent à Austerlitz. On coupe tout. 92.1 radiograndlac.com. On revient dans quelques minutes. Ne partez pas. C'est passionnant. C'est une autre histoire et on parle d'Austerlitz avec Julien. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Après ce bon moment d'ambiance avec notre ami Julien, c'est une autre histoire. Nous sommes, figurez-vous, mesdames, messieurs, en direct. En direct. Oui, tout à fait, nous sommes en direct. Il est 13h33, 92.radiograndlac.com et nous sommes le 2 décembre 1805. Tout le monde se retrouve à Austerlitz. 2 minutes d'arrêt. Tout le monde descend. Tout le monde descend, c'est le terminus. Austerlitz, et que va-t-il se passer? Le brouillard est là, mais dans quelques heures, un soleil va se lever. On écoute Julien qui va nous expliquer tout ça. Donc, nous sommes à quelques jours de la bataille. Les Russes sont plutôt confiants. Napoléon prononce ses derniers ordres. Donc, l'évacuation du plateau de Pratzen, vous savez, c'est la surélévation qu'il y a sur la plaine d'Austerlitz. La défense des villages du sud de Telnitz et Sokolnitz seulement par un minimum de troupes. Et il fait également part de sa volonté de trêve au tsar. En fait, son état-major, il est un peu médusé. On peut même penser que certains se demandaient si, en fait, le génie de Napoléon ne déraillait pas un peu. Parce que comment ça, abandonner le plateau, qui était pourtant la clé de la victoire, cela est impensable. D'ailleurs, il y a même une dispute assez fameuse qui éclata entre le maréchal Lannes, qui voulait se lancer à l'assaut, et Soult, qui était beaucoup plus prudent, et qui préconisait presque un retrait. Alors, vous savez, pour ceux qui ont écouté l'émission sur le maréchal Lannes, que l'idée de retraite, c'était quand même assez étranger à l'esprit du maréchal Lannes. Napoléon ordonne aussi au corps de Davout, c'est peut-être l'ordre le plus important qu'il donnera, qui est présent à Vienne, donc à 120 km du champ de bataille, de se rendre à Austerlitz en seulement 48 heures, et ensuite de tenir à tout prix les villages de Telnitz et Sokolnitz. 120 km en 48 heures, voilà, avec tous les bardas, avec tout. C'est tout à fait ça. Alors ils avaient un peu anticipé, c'est pas, on va dire, même 72 heures. Vous imaginez la distance à parcourir en quelques heures. Donc, conformément à la demande de Napoléon, l'empereur Alexandre il dépêche un émissaire pour négocier, qui est en fait son aide de camp, qui s'appelle le prince Dolgorouki, pour négocier avec Napoléon. Et en fait, les exigences russes, elles sont, comme l'empereur s'y attendait, inacceptables. La rencontre se fait à proximité du plateau de Pratzen, que les Français évacuent à la hâte. Les Russes, ils assistent en fait, par l'intermédiaire de cet émissaire, à cette retraite, et ils se pressent, bien sûr, de prendre possession des lieux. Donc vous avez les Français qui sont en hauteur, sur le plateau de Pratzen. Pendant l'entrevue, les Russes assistent un peu au retrait des forces françaises, et donc bien sûr, les Russes ne sont pas fous, ils prennent possession de cette position dominante. Parce que si vous êtes féru d'histoire et de stratégie militaire, vous savez bien sûr que les positions qui sont situées en hauteur donnent un avantage certain à celui qui les possède. Bien sûr, c'est quand même plus facile de prendre une position qui est basse qu'une position qui est en haute, élevée. Voilà. Et donc, bien sûr, les Russes qui sont maîtres maintenant du Pratzen se retrouvent, croit-il, à la veille de la bataille, en position de force. Nous sommes dans la nuit du 1er au 2 décembre. 1805. À quelques heures de la plus fameuse bataille de l'histoire de France, et peut-être même, soyons fous, de l'histoire de l'Europe continentale. Napoléon, dans la nuit, repère lui-même les avant-postes ennemis. Quand je dis lui-même, c'est lui-même. Enfin, il faisait aussi office parfois d'éclaireur. Enfin, il était vraiment proche de ces hommes, et il voulait vraiment se rendre compte par lui-même de l'état à la fois de ses troupes, bien sûr des troupes françaises, et aussi des troupes ennemies. Et donc, en allant repérer un avant-poste, il s'égare après une escarmouche, et il se retrouve au milieu de ces hommes qui l'acclament et qui chantent en son honneur une chanson qui s'appelle « On va leur percer le flanc », voilà. Et donc, en
honneur et pour célébrer le premier anniversaire du sacre, ils allument des torches. Et Napoléon avoua lui-même que cette nuit était la plus belle de toute sa vie. Ouais. Autrichiens et Russes, ils voient soudain la nuit s'embraser de mille feux et ils pensent que les Français incendient leur campement pour en fait s'enfuir à la hâte. Dans toute grande victoire, il y a quand même une part de chance. Ah, c'est incroyable, oui, c'est sûr. Et donc nous sommes le matin du 2 décembre, le jour de la bataille. Quels sont alors les effectifs? Parce qu'il faut quand même qu'on fasse un point sur qui rencontre qui et où. Côté français, nous avons à gauche, en fait c'est au nord du champ de bataille, le maréchal Lannes, à proximité du village qui s'appelle Bosnitz, qui est chargé dans un premier temps de prendre le plateau de Pratzen. Au centre, vous avez Soult, et en fait c'est lui qui aura cette périlleuse mission. Derrière Lannes, vous avez une émanation de terre qui s'appelle le Santon, c'est sur laquelle a été placée la grande partie de l'artillerie, donc l'artillerie française c'est 120 canons. Vous avez également Bernadotte, la cavalerie de Murat, qui tiennent à proximité, et la fameuse garde impériale, qui est en retrait, prête à intervenir en cas de besoin. Au sud, donc à Telnitz et Sokolnitz, Napoléon compte sur les divisions de Davout, qui sont là en partie, mais la grosse majorité des troupes de Davout, elle est sur la route, puisqu'elle a dû partir de Vienne quelques jours avant. Et donc, pour ces troupes, il faut tenir, dès leur arrivée, les villages. C'est le point le plus important du plan. Il faut à tout prix que ces villages tiennent. Au total, l'armée française, elle peut compter sur 73 000 hommes. Donc, vous avez constaté, on est quand même loin des 200 000 soldats qui étaient basés au début du mois d'août à Boulogne. Côté austro-russe, vous avez une supériorité numérique, puisque ce sont 87 000 soldats qui sont présents sur le champ de bataille. Au nord, nous avons Bagration, qui fait face à Lannes, et Kutuzov et Buxovden sont sur le Pratzen. Et ce dernier, il est chargé de prendre les villages de Telnitz et Sokolnitz pour, couper la retraite sur Vienne, et pour deux, essayer d'enfoncer ce que l'on croit être le point le plus faible de l'armée française, puisque j'avais dit il y a quelques minutes en arrière que Napoléon, dans ses ordres, avait demandé à ce que ces villages soient tenus vraiment par un rideau de soldats, le minimum de troupes possible. Napoléon se lève à 4h du matin, il prend son traditionnel café au rhum, et il entame les derniers préparatifs, rassuré d'apprendre que les hommes de Davout sont à seulement 2 heures de marche. Les hommes de Davout, notamment la compagnie de Friant, a réussi cet exploit de parcourir 120 km en quelques jours. Enfin, je crois que c'était 8 heures de marche, quelques heures de repos, 8 heures de marche. Enfin, c'était vraiment des conditions incroyables. C'est un peu comme une blitzkrieg, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, vraiment, pour l'époque, c'est ça. Et son pari, qui est un peu fou, semble réussir pour le moment. La bataille, elle débute à 7 heures du matin. Nous avons 40 000 coalisés qui sont présents sur le plateau de Pratzen et qui descendent pour prendre les villages du sud qui sont tenus par les troupes de Davout. Les Français, en infériorité numérique, alors c'est du 1 à 10. Vous voyez, donc pour vous dire à quel point il y a une infériorité numérique en défaveur des Français. Enfin, d'ailleurs, c'est une infériorité, c'est forcément en défaveur. Donc, une infériorité numérique française par rapport aux coalisés. Donc, les Français, ils se défendent pied à pied. Chaque arbre, chaque muret, chaque obstacle est âprement défendu. On défend également des villages. C'est un peu plus facile de se défendre dans un village et dans des zones un peu boisées que dans une plaine sans obstacle. Et les renforts qui viennent peu à peu de Vienne, ils remplacent les hommes qui sont tombés et qui sont blessés. Et ces hommes tiennent bon. Il est 8h30. Les hommes de Soult, ils sont présents sous le plateau de Pratzen et ils sont cachés par un épais brouillard. Ils débutent leur ascension. Les Russes, qui pensaient cette position imprenable, voient tout à coup les Français à la lueur du soleil qui percent peu à peu. C'est le fameux soleil d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz. En fait, pour la faire courte, vous avez les troupes de Davout qui sont au centre du dispositif, qui sont cachées par un brouillard, on n'y voyait rien à 10 mètres, qui ont profité de ce brouillard pour se placer sous le plateau du Pratzen. Et quand ils commencent à monter le plateau, petit à petit, le soleil commence à percer. Et les Russes voient, en même temps que le brouillard s'estompe, les armées françaises, en fait, ils les voient, mais avant, ils les entendent, puisque, pour vous expliquer tout ça, nous avons 17 000 hommes de Soult qui avancent au son des tambours pour couvrir. Alors, pourquoi le tambour ? Alors, c'est pour couvrir le bruit des blessés, de la mitraille, les coups de canon, parce qu'il faut garder une certaine cohésion. On peut pas non plus... les hommes sont des hommes, et si on entend à côté des personnes qui sont en train d'agoniser, on avance plus au son de la musique qu'au son des personnes qui agonisent. Et aussi pour se repérer, puisque vous n'aviez pas de talkie-walkie, pas de téléphone, enfin il fallait bien se repérer et savoir où aller, qui allait où, et donc il fallait
se repérer au son pas du canon, mais au son du tambour. Les Russes sont totalement décontenancés, et ils sont surtout mal préparés à une attaque frontale. En fait, les combats vont durer quelques minutes, j'exagère un peu, mais les combats sont vraiment acharnés, et les Français se rendent maîtres du plateau de Pratzen, qui est en fait la clé du dispositif sur ce terrain. Les Russes lancent contre-attaque sur contre-attaque, parviennent à faire légèrement reculer les lignes françaises, mais les renforts français stabilisent le front. Le tsar n'a pas le choix, il fait appel à la cavalerie de la garde, qui est en réserve et qui se lance à l'assaut. En quelques minutes, la noblesse russe qui est présente sur le champ de bataille, elle est décimée, puisque face à la cavalerie de la garde du tsar, on a la cavalerie française. Bien que motivée et courageuse, la garde russe ne peut rien faire face à une armée française qui est surentraînée. Parce que quand ils étaient à Boulogne, les hommes s'entraînaient quotidiennement. Et c'est une armée aussi qui est expérimentée de plusieurs années de guerre révolutionnaire. On rappelle que la victoire de Valmy, Jean-Pierre, 1792. Voilà, donc nous sommes en 1805. Vous imaginez qu'on a des soldats, bien sûr, qui n'ont pas tous survécu, mais nous avons une expérience des états-majors, des généraux, des maréchaux, et aussi parfois l'élite de l'armée française qui a l'habitude de se battre. Voilà, en fait, on a eu 10 ans de guerre, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. À 9h du matin, les villages de Talnit et de Sokolnitz s'y tiennent toujours, malgré une infériorité française, tenez-vous bien, de 2000 contre 40 000. On est à un rapport de 1 contre 20. Les seuls témoignages pessimistes de la bataille proviennent des combattants qui étaient présents au sud et qui pensaient vraiment que la bataille était perdue. Mais avec la prise du Pratzen, le danger pour les coalisés il est grand, et Kutuzov demande alors aux troupes du sud, qui sont en train d'attaquer les villages de Talnit et de Sokolnitz, de reprendre le plateau. Donc il faut qu'elles remontent, qu'elles fassent demi-tour pour remonter et reprendre le plateau. C'est alors en fait la cohue, parce qu'on a en fait des troupes qui descendent pour prendre les villages, on en a d'autres qui remontent. Bref, les Austro-Russes sont paniqués, et en fait on a aussi un problème, c'est que les Russes et les Autrichiens ne parlent pas la même langue, et donc pour la coordination et la cohésion de cette immense armée, c'est quand même compliqué. Napoléon, de sa longue vue, voyait parfois des régiments qui se marchaient un peu les uns sur les autres, ça manquait vraiment de coordination, et la barrière de la langue est quand même un problème. Napoléon ordonne à la cavalerie de sa garde, c'est-à-dire la cavalerie d'élite, de se lancer à l'assaut de la garde à pied d'Alexandre, c'est-à-dire les fantassins d'élite du tsar, et cette garde à pied est littéralement massacrée. À partir de midi, Alexandre et Kutuzov quittent le champ de bataille, l'armée coalisée n'est plus commandée, le piège de Napoléon peut alors se refermer, les divisions de Soult qui sont sur le plateau et celles de Davout qui sont, elles, au sud du champ de bataille, avancent pour en fait prendre en pince de crabe, vous voyez, pour encercler. En tenaille, voilà, la tenaille dans la forêt de Machecoul. Voilà. La forêt de Machecoul, tout à fait. Et donc, pour encercler les 20 000 soldats ennemis qui sont encore présents sur le champ de bataille, ils refluent en fait vers des étangs gelés, dont la glace se brise sous le poids des hommes et des bombardements français. La victoire française, elle est totale. 1500 tués, 6940 blessés côté français, contre 15 000 morts et blessés côté austro-russe, 12 000 prisonniers et la perte de 180 canons. Et d'ailleurs, ces canons serviront pour la plupart à façonner la colonne Vendôme. Voilà, tout à fait. Au soir, l'armée austro-russe, elle est écrasée, elle n'est plus en état de combattre et Napoléon savoure sa victoire, mais il la savoure seulement après avoir visité le champ de bataille et après avoir rencontré les blessés qui jonchent le sol, en ne faisant pas de distinction entre les Français et les Austro-Russes. Ouais. Parfois, il s'adressait à des Russes dans leur langue, il parlait aussi un peu le russe et l'allemand, et les Russes voulaient quand même se lever par respect, ils leur demandaient de rester assis parce qu'ils étaient blessés, et il ne leur demandait pas de respecter le protocole. Il reconnaît parmi les blessés français certains de ces hommes, qu'il appelle par leur prénom, et il ordonne que les plus valeureux soient pris en charge par son chirurgien personnel. Napoléon le sait, par cette victoire éclatante, en fait, il se forge lui-même sa légende. Jamais dans son histoire la France a bénéficié d'une armée aussi forte, et probablement jamais elle n'a eu pour commandant en chef un homme aussi talentueux. Après Austerlitz, d'autres victoires viendront. On parlait à la pause avec Jean-Pierre de Iéna, qui est aussi une victoire éclatante française de Napoléon, mais avant tout de Davout, parce que c'est la victoire de Iéna à Austerlitz. On parle aussi de la bataille de Friedland ou Wagram, mais également... On se croirait un peu place de l'Étoile à Paris, c'est ça, tout à avec fait. Toutes les rues qui partent. Tout à fait. Mais également deux défaites. On peut parler de la retraite de Russie ou de Leipzig, qui est la bataille des nations. En fait, l'Empire napoléonien, il est légitime et il se légitime lui-même par ses succès militaires. Et il tombera, un peu comme un fruit mûr,
après les défaites sur le champ de bataille, dont la plus fameuse est celle de Waterloo. Mais ça, Jean-Pierre, C'est une autre histoire, mon cher Julien. Merci beaucoup pour cet exposé sur le 2 décembre 1805, Oh. sur cette bataille. on aura les petites questions Oui, après la pause bien musicale. sûr, sur cette bataille d'Austerlitz, sur ce soleil qui s'est levé au bon moment pour aider Napoléon et les troupes françaises. On marque la dernière pause musicale, il est 13h47, et tout de suite après, on répondra à quelques petites questions. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. C'est la dernière partie de C'est une autre histoire. Donc Déjà oui, mais ça passe vite, Julien. Ça passe vite. L'émission mensuelle où Julien nous parle d'un événement de l'histoire de France, de l'histoire du monde. La prochaine fois, ce sera de l'histoire de Savoie. C'est ça. Qui s'est déroulé le même mois. Alors on peut déjà dire la prochaine fois, nous serons au mois de janvier, on sera en 2023. Tu vas nous parler du traité de Lyon. C'est Qui a ça. lieu le 17 janvier 1601, où la Savoie céda au roi de France Henri IV, le pays de Gex, la Bresse, le Bugey, le Val-Romey. Émission très intéressante parce que c'est vrai que nous autres Savoyards, on n'apprend pas l'histoire de notre pays. On la Donc, connaît voilà. que trop peu. Oui. Voilà, on la connaît que trop peu, donc au mois de janvier, on va rattraper ça. En tout cas, là, nous sommes sur l'histoire de France. Nous sommes le 2 décembre 1805. On vient de gagner la bataille d'Austerlitz. Et la question qu'on a envie de te poser, c'est quelles ont été les conséquences de la bataille d'Austerlitz? Très bonne question, Jean-Pierre. Merci. La bataille d'Austerlitz, Je le savais, hein. elle marqua en fait la fin de la troisième coalition. Et le traité de Pressbourg fut signé le 26 décembre 1805. Alors en fait, dans ce traité, les possessions autrichiennes en Bavière et en Italie sont abandonnées au profit de la France et de ses alliés. Le Saint-Empire romain germanique, il est dissous au profit de la Confédération. Il y a un Saint-Empire romain germanique à dissous, c'est pas cher. Il fallait la faire. celle-là. Tout à fait. Mais par contre, tu vas voir, après, on va parler des aspects financiers, et ça va pas coûter Ouais. 10 sous, voilà. Au profit de ce qu'on appelle la Confédération du Rhin, qui est sous domination, bien sûr, elle, française. En fait, l'Autriche, elle perd 1/6 de ses sujets, et elle doit payer, on va dire, une amende, des dédommagements de guerre à hauteur de 40 millions de livres. C'est considérable. En fait, maintenant, après la défaite d'Austerlitz, les Autrichiens et aussi les Russes rêvent désormais que d'une chose, c'est la revanche. En gagnant Austerlitz, Napoléon y gagne un prestige immense et la réputation de chef de guerre invincible. L'histoire a retenu ces mots qui sont entrés dans l'histoire. Soldats, je suis fier de vous. Il vous suffira de dire j'étais à Austerlitz pour que l'on vous réponde voici C'est un un brave. brave. Des mots qui sont entrés bien sûr dans l'histoire. Mais bien que décisive pour cette troisième coalition, cette victoire ne marqua pas la fin des guerres napoléoniennes. En fait, dès 1806, la quatrième coalition formée notamment par la Prusse se soldera aussi par une glorieuse victoire, c'est celle de Jena-Auerstedt. Mais peu à peu, en fait, le sentiment anti-français des territoires soumis se propagera et menacera l'hégémonie continentale de Napoléon. En fait, la véritable bataille qui décida du sort de la France, ce fut pas Austerlitz, mais bien celle de Trafalgar, le 21 octobre 1805, qui empêcha définitivement l'empereur de dominer les mers et donc de dominer le monde, puisqu'avec la maîtrise des mers, on aurait pu prendre pied en Angleterre et en fait mettre fin à cette période des guerres révolutionnaires. Parce qu'en fait, quand on parle des guerres napoléoniennes, ce sont des guerres de la Révolution française. Et bien sûr, avec Trafalgar, ce projet n'a pas pu Contre aboutir. l'amiral Nelson. C'est ça. Et il fallait obligatoirement qu'une victoire en appelle une autre. Et Napoléon, après, pour légitimer son pouvoir et garder son leadership, voilà, c'est ça, devait tout le temps réitérer les victoires. Et ensuite, on sait comment ça s'est terminé avec, bien sûr, le bourbier espagnol, la retraite de Russie, puis ensuite, le premier coup de grâce, c'est la bataille de Leipzig, qu'on appelle la bataille des nations. Après, bien sûr, l'épopée des 100 jours, et ensuite la bataille de Waterloo. 18 juin 1815. C'est ça. Et ensuite, l'exil à Sainte-Hélène, parce qu'en tant que chef de guerre, Napoléon s'est forgé sa légende sur le champ de bataille, et bien sûr à Austerlitz, mais en tant que chef tout court, que personnalité française incontournable de notre histoire, il l'a écrite, il l'a forgée lui-même à Sainte-Hélène. C'est d'ailleurs rare, voire même exceptionnel, qu'un chef d'État, qu'un homme politique ait conscience déjà de son vivant
qu'à sa mort, il va rentrer dans la légende. Tout à Et fait. il y a quasiment dans l'histoire de France, il y a que Napoléon qui avait conscience de son vivant, qu'il était au-dessus du lot. Je suis même pas sûr que Charles de Gaulle, avec son tempérament très simple, parce que c'était Oui, une bien personne sûr, bien sûr. d'ailleurs, c'était une personne qui est incontournable dans l'histoire du XXe siècle pour la France, mais qui avait une personnalité très simple, qui vivait modestement à Colombey-les-Deux-Églises. Et il a écrit ses mémoires, mais c'était pas pour se faire sa propre légende à lui, c'était pour faire la légende de la France. Oui, exactement. Napoléon, lui, se faisait, par l'épopée napoléonienne et par la grandeur de son pays, en fait, il se valorisait lui-même. Ouais. Et d'ailleurs, a raison, puisque, comme je l'ai dit au début de l'émission, les personnalités qui ont marqué autant l'histoire de notre pays, elles sont très peu. Il y en a une par siècle. Oui. Et on peut, au XVIIe siècle, donc le grand siècle, on peut parler bien sûr de Louis XIV. Au XIXe, on parle bien sûr de Napoléon. Enfin, Napoléon, bien sûr. Ouais, c'est ça. On a eu Charlemagne, on a eu Louis XIV, on a eu Napoléon, Charles de Gaulle. Voilà, on peut les compter sur les doigts des deux mains. Ils sont très peu ces personnalités qui ont vraiment marqué leur époque jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est surtout ça. On en parle encore maintenant. On en parle encore maintenant. 2 siècles après. 2 siècles après sa mort, l'héritage Napoléon, il est immense. Et tout à l'heure, tu parlais de la place de l'Étoile. Si vous allez à l'Arc de Triomphe, vous avez sous l'arc, vous avez des noms. Oui. Vous avez sur les faces intérieures, vous avez les noms des généraux et maréchaux de Napoléon. Et sur la face extérieure, vous avez des médaillons avec des noms de lieux. Et ces lieux, ce sont les grandes batailles, les grandes victoires de Napoléon que l'on connaît tous. Quand on parle d'Austerlitz, on connaît Iéna, Marengo, Rivoli. Voilà, ce sont des noms de rues, voilà. Des noms de rues, voilà. C'est Paris aussi pour célébrer ces grandes batailles. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a le boulevard des Maréchaux, on a la place de l'Étoile, on a l'Arc de Triomphe. Par contre, on n'a aucune rue qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Ouais, tout à fait. Alors que partout, en fait, pas dans chaque village, mais dans toutes les villes de France, on a des rues qui font penser à Napoléon. Des rues qui parlent de la victoire, qui parlent parfois des maréchaux, mais Napoléon est un peu caché. Il est en dessus de ça encore. C'est ça. Il est en dessus de ça. Merci Julien pour cette 20e émission. Et puis merci, 20 déjà. 20. Ça fait beaucoup. Hein. On continue pour la... on continue l'année prochaine. Donc on va te souhaiter une bonne fin d'année, une bonne fête de Noël à toi et à notre chère Marion. Oui. Et puis, elle m'emmène à Vienne la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que tu vas à Vienne. Oui. On va manger des croissants et d'ailleurs... Et puis tu vas aller à Schönbrunn. On va aller à Schönbrunn et puis on va voir aussi la ville du prince Eugène de Savoie. Bien sûr, tout à fait. Qui a brisé le siège ottoman de Vienne. Et pour la petite histoire, c'est suite à ce siège, il me semble, a été créé le croissant. Le croissant, tout à fait. Voilà, en honneur de, le croissant turc. Quand vous mangez un croissant, à l'époque, on mangeait un croissant, c'était comme si on mangeait en fait un ottoman qui en fait allait briser la ville de Vienne. C'est pour ça qu'on appelle une viennoiserie. C'est ça. On va en profiter. Si tu me vois enfler à la rentrée, c'est normal. Merci Julien pour cet exposé. Donc la prochaine fois, ce sera au mois de janvier, ce sera l'histoire de Savoie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Maintenant, c'est la playlist musicale et ce soir à 19h, c'est le grand Christian avec La Note Bleue. La Note Bleue, donc cette émission très qualitative sur le jazz en France. Et là, il va nous parler des crooners, enfin sur le jazz en France et ailleurs bien sûr, mais émission très qualitative sur le jazz. Ce soir, 19h à 20h30, La Note Bleue avec Christian. Bon après-midi à toutes et à tous, à l'écoute de votre radio préférée, la radio de cœur, Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. À bientôt. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1.